Ah, le chien et sa tanière. Un mythe tenace qui prend racine dans le fait que les loups utilisent des tanières pour dormir. Enfin, sauf que les loups ne dorment pas dans des tanières en fait. Les femelles utilisent des tanières en fin de gestation et pendant les premières semaines de vie des louveteaux. Le reste du temps, les loups dorment à l'air libre, un peu comme les chiens sauvages. On peut aussi très facilement conceptualiser la différence majeure qui existe entre une tanière et une cage, c'est-à-dire la porte et la possibilité d'y être enfermé contre son gré. Tous les animaux qui utilisent une tanière ou un terrier peuvent en sortir librement quand ils le veulent. Cette notion d'enfermement et d'incapacité à sortir, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental quand on parle de la cage. Si on transpose cette expérience de l'enfermement au monde humain pour bien la comprendre, on pourrait prendre l'exemple de l'ascenseur, par exemple. L'ascenseur, c'est un endroit qui est confiné, qui est relativement étroit, même si ça l'est beaucoup moins qu'une cage, on est bien d'accord. Donc quand on va dans un ascenseur, même si c'est un endroit qui est petit, c'est émotionnellement gérable parce qu'on sait que les portes vont s'ouvrir quand on sera arrivé au bon endroit, tout simplement. Maintenant, si on imagine que cet ascenseur reste coincé entre deux étages, que c'est impossible pour nous de sortir et qu'on n'a aucun contrôle sur cette situation, d'un coup, ça devient beaucoup plus paniquant. Finalement, c'est pas pour rien que les humains qui ont enfreint la loi, on les enferme en prison pour les punir. L'enfermement et la restriction d'espace sont des stress très intenses pour tous les êtres vivants, dont fait partie l'humain. Les animaux sont des êtres animés. Ils ont donc le besoin fondamental de bouger. D'ailleurs, de nombreuses études scientifiques ont été réalisées en prison et ont pu montrer que l'impact psychologique de l'enfermement sur les détenus était vraiment important. Ça crée énormément d'anxiété, de la dépression et une augmentation de l'agressivité. Si on prend un autre exemple que chacun d'entre vous a pu traverser ces dernières années, c'est-à-dire le confinement lié à l'épidémie de Covid-19. On a pu démontrer scientifiquement que ce confinement avait eu énormément d'impacts négatifs sur la santé mentale des humains, c'est-à-dire dépression, anxiété généralisée, mal-être, etc. Pourtant, les gens étaient enfermés chez eux, à la maison, dans un endroit qu'ils connaissent et dans lequel ils se sentent bien et en sécurité. Il y a même une étude en particulier qui a pu corréler l'intensité de la détresse psychologique et la taille du logement. Donc en fait, plus le logement était petit, plus l'espace était confiné et plus la détresse psychologique était grande. Certes, le chien n'est pas un humain, mais c'est un mammifère social exactement comme nous, ce qui fait qu'on a énormément de similitudes au niveau physiologique, et notamment au niveau de la réponse au stress qui est identique. Cela dit, il existe également des études scientifiques qui ont été menées afin de comprendre l'impact de l'enfermement sur des chiens, comme par exemple celle-ci, qui voulait en fait comparer le stress chronique ressenti par des chiens qui étaient soumis à une restriction spatiale et sociale parce qu'on les avait enfermés en cage. En gros, les chercheurs ont voulu comparer la réponse comportementale et hormonale de deux groupes tests de beagles qui avaient l'habitude de vivre dans des espaces de taille normale, donc pas du tout dans des cages. Au départ, on a mis tous les chiens dans des cages de 30 mètres carrés pendant 7 semaines afin d'avoir une base commune. Ensuite, la moitié des chiens ont été transférés dans des cages qui mesuraient 1,7 m², ce qui, cela dit, est plus grand que les cages domestiques comme on a à la maison. Donc l'expérience a duré 6 semaines et tous les autres paramètres étaient identiques, évidemment l'alimentation, l'eau, etc. Les résultats étaient absolument édifiants. Après ces 6 semaines, les scientifiques se sont rendus compte que les chiens du groupe 2, qui étaient dans les petites cages, manifestaient énormément de comportements qui étaient liés à du stress. Donc du léchage compulsif, de la stéréotypie, des mouvements répétitifs, une posture très basse, une augmentation des aboiements, de la coprophagie. Ils se sont également rendus compte que leur niveau d'excitation était bien supérieur qu'avant l'expérience et était beaucoup plus grande que celle des chiens qui étaient restés dans les cages de 36 mètres carrés. Et enfin, et ça aussi c'est très interpellant, ils se sont rendus compte qu'il y avait une augmentation très significative de l'agressivité de ces chiens. Et d'un point de vue physiologique, l'intégralité des mesures hormonales effectuées démontre une augmentation significative du stress. Bon, je pense qu'il est temps de clarifier plusieurs concepts, et notamment la différence entre la peur, l'anxiété et le stress. La peur, c'est une émotion. Et c'est une émotion qui va être ressentie vis-à-vis de quelque chose de concret. Par exemple, on peut avoir peur des araignées, peur des souris, peur du vide, peur d'un prédateur. L'anxiété, quant à elle, c'est un état psychophysiologique désagréable, mais qui n'a pas d'objet apparent. En gros, on se sent mal, mais on ne sait pas pourquoi. Le stress, c'est l'ensemble des réactions métaboliques d'un organisme lorsqu'il est soumis à une agression, un danger, une situation désagréable ou une difficulté à surmonter. En fait, le stress, c'est quand tout l'organisme est en alerte, tous les voyants sont au rouge, pour permettre d'être le plus performant possible pour survivre à cette situation difficile.
par exemple pour s'enfuir face à un prédateur. C'est donc quelque chose de normal. Le problème du stress, c'est quand il devient chronique. Donc en fait, quand cet état d'alerte va durer pendant longtemps. On se doute bien que c'est quelque chose qui va très fortement épuiser l'organisme. Donc le stress aura un impact néfaste sur la santé physique des individus. Mais il a également un impact sur leur santé mentale, parce que le stress va créer de l'anxiété, va créer de l'hypervigilance, et forcément on va être beaucoup plus irritable. Donc non, un chien n'a pas peur de sa cage. En revanche, l'enfermement et la restriction d'espace vont créer chez le chien un stress chronique qui va générer, entre autres maux, de l'anxiété. Le chien rentre dans sa cage simplement parce qu'il y est conditionné, un peu comme un prisonnier va rentrer dans sa cellule quand la cloche sonne. Est-ce qu'il est heureux de rentrer? J'en doute. Par contre, il sait que ça ne sert à rien de résister. C'est ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Le professeur Martin Seligman a réalisé de nombreuses expériences sur l'impuissance acquise, dont celle que je vais vous présenter maintenant. Il a pris des chiens et il les a tous équipés d'un harnais qui pouvait envoyer des décharges électriques. Il a mis ces chiens dans des cages qui avaient à chaque fois un levier. Alors évidemment, avant l'expérience, il avait appris à chaque chien à utiliser le levier. Ensuite, il a divisé ces chiens en deux groupes. Le groupe 1, quand il envoyait des décharges électriques et que les chiens actionnaient le levier, les décharges s'arrêtaient. En revanche, pour le groupe 2, quand il envoyait des décharges électriques et que les chiens actionnaient le levier, rien ne se passait. Les décharges continuaient. Ensuite, il a transféré tous les chiens dans des cages identiques, c'est-à-dire des cages qui étaient divisées en deux espaces, cette fois-ci par un petit muret qui était vraiment très facile à enjamber. Et donc, quand les chiens passaient de la zone 1 à la zone 2, les décharges électriques s'arrêtaient pour tout le monde. Et le professeur Seligman s'est rendu compte de quoi? Simplement que les chiens qui étaient issus du groupe 1, très rapidement, ils traversaient le muret pour se mettre en sécurité. En revanche, les chiens qui étaient issus du groupe 2, eux, ils restaient dans l'espace où ils prenaient des décharges électriques, couchés, sans chercher à s'échapper. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'à ces chiens-là, on leur avait appris qu'ils n'avaient aucun contrôle sur leur environnement. On leur avait appris qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de subir les décharges électriques. C'est ça, l'impuissance acquise. De la même manière, quand un chien est mis en cage, il apprend très rapidement qu'il n'a aucun contrôle sur la situation. Il ne peut pas s'échapper, et même s'il fuit, personne ne vient lui ouvrir. Donc, comme le chien du groupe 2, il attend juste passivement que ça passe. Les signes extérieurs de stress ont disparu, mais pour autant, à l'intérieur du chien, c'est toujours une tempête émotionnelle. Eh bien, en réalité, non, ça ne va pas apprendre à un chiot à être propre, et je vous explique pourquoi. Déjà, pour commencer, il faut avoir bien conscience qu'à l'âge auquel on adopte un chiot, il n'est physiologiquement pas capable d'être propre. Déjà, son système nerveux est totalement immature, et notamment les connexions nerveuses qui existent entre son cerveau et sa vessie, et qui permettent, un, de savoir quand la vessie est pleine, et deux, de contrôler les sphincters de manière à garder la vessie bien hermétique. Donc, un chiot, tout comme un bébé, n'a pas encore le contrôle volontaire de sa vessie. Ensuite, il ne faut pas oublier que les sphincters aussi sont immatures. Les sphincters, ce sont les muscles qui permettent de serrer le col de la vessie et donc de la rendre étanche. Et ces muscles, ils sont encore très peu puissants et ils vont devenir de plus en plus performants au fur et à mesure du développement du chien. Enfin, rappelons-nous que la vessie d'un chiot est toute petite et donc elle n'est pas capable de contenir une grande quantité de liquide. Pourtant, on a déjà vu dans une autre vidéo que proportionnellement aux adultes, les chiots buvaient beaucoup plus. Donc, si je récapitule, c'est pas qu'un chiot ne veut pas être propre, c'est qu'il ne peut pas être propre. Vous vous souvenez que tout à l'heure, on a discuté du stress lié à l'enfermement et à la restriction d'espace. Eh bien, la réponse à cette question se trouve justement en analysant le système nerveux autonome et le mécanisme de gestion du stress. Le système nerveux autonome, c'est en fait ce qui contrôle tous les mécanismes physiologiques internes inconscients, comme par exemple la respiration, la digestion, la circulation sanguine, ou encore la miction, qui est le terme scientifique qui désigne le fait d'uriner. Le système nerveux autonome peut être divisé en deux parties au fonctionnement globalement antagoniste, à savoir le système sympathique et le système parasympathique. Si on simplifie les choses, le système sympathique il se met en branle quand on est face à une menace, un stress, un danger ou une situation qui est difficile. C'est un activateur. Donc en fait, il va activer tous les processus physiologiques internes qui sont nécessaires pour répondre à cette menace immédiate. Par exemple, fuir devant un prédateur.
Donc il va augmenter la capacité pulmonaire, augmenter le rythme cardiaque, augmenter la tension artérielle, activer la midriase, la dilatation des pupilles. Il va activer la libération de l'énergie qui est stockée dans le foie, etc. A contrario, il va inhiber tous les processus physiologiques qui ne sont pas nécessaires en cas d'urgence. Donc il va très fortement baisser l'activité de la digestion et de la miction, par exemple. À l'inverse, si on regarde au niveau du système parasympathique, lui, il va intervenir quand le stress ou la menace a disparu. Il va donc avoir un effet qui est inverse au système sympathique et qui va permettre de retrouver l'équilibre, qu'on appelle l'homéostasie. Ce qui nous intéresse évidemment dans cette vidéo, ça va être la relation entre le système sympathique et la miction. Et comme on vient de le dire, en cas de stress, le système sympathique s'active et il va très fortement diminuer l'évacuation de l'urine. Alors comment il fait? Il va agir sur 2 points. Déjà, premièrement, il va décontracter le détrusor. Le détrusor, c'est le muscle qui entoure la vessie, donc ça va augmenter la capacité de rétention d'eau de la vessie. Et la deuxième chose, par contre, il va contracter le col de la vessie et donc le sphincter. En 2009, Susan Wood a mené une étude sur des rats pour comprendre le lien entre le stress et la miction. Comment elle a procédé, c'est simple. Elle a mis des rats par groupe de 2 dans des petites cages et à chaque fois, parmi les 2 rats, il y en avait un qui était particulièrement agressif. Ensuite, elle a comparé les comportements mictionnels des 2 rats avant et pendant l'expérience. Là, elle a pu se rendre compte que les rats qui étaient soumis à un stress social urinaient beaucoup moins fréquemment, mais de plus grosses quantités. Le tuer? Probablement pas. Par contre, on a pu déterminer par imagerie médicale que le stress subi pendant la période juvénile d'un individu avait un impact irréversible sur le développement de son cerveau. En effet, quand un individu vient à la vie, son cerveau, comme le reste de son corps, n'a pas encore fini de se développer. Et on a pu remarquer que chez les individus qui avaient subi du stress précoce pendant l'enfance ou la période juvénile, le cortex orbitofrontal n'avait pas pu se développer correctement. Or, le cortex orbitofrontal, c'est entre autres choses le centre de gestion des émotions et de la régulation sociale. Ça veut dire que moins il est développé et moins les individus seront capables de gérer leurs émotions ou d'avoir des comportements qui sont socialement adaptés. Une étude portée sur des rats suggère une implication importante du cortex orbitofrontal dans les troubles anxieux et dans l'agressivité. En effet, s'il fonctionne correctement, le cortex orbitofrontal est là pour modérer les tendances agressives naturelles des individus qui servent notamment à leur autodéfense. Or, moins il est développé et moins le cortex orbitofrontal est capable d'avoir cet effet de modérateur. Et donc, plus les individus auront tendance à adopter des comportements agressifs. Évidemment, un chiot découvre le monde avec sa gueule. Néanmoins, une bonne gestion de l'environnement suffit pour l'empêcher de se faire du mal. C'est très simple. Vous rangez hors de sa portée tous les objets auxquels il ne peut pas avoir accès. Et à l'inverse, vous allez laisser bien en évidence au sol tout un tas de jouets différents, des friandises masticatoires, des caisses à détruire, tout un tas de choses en fait qui lui permettront de satisfaire son besoin de découverte sans s'en prendre à vos affaires. Ah ben je suis bien d'accord avec ça. Moi, je vous parle dans cette vidéo de la cage employée comme outil éducatif. Pour transporter un chien en toute sécurité, la cage, c'est une bonne option. Surtout que si on fait attention à choisir une cage qui est parfaitement adaptée à la taille de notre coffre, pour le chien, ça ne fait pas une grande différence. Concernant les raisons médicales, c'est vrai qu'il peut arriver qu'un chien doive rester totalement immobilisé et la cage peut alors être la seule solution pour parvenir à un rétablissement total. Et dans ces cas-là, je ne discute absolument pas. Néanmoins, il faut avoir bien conscience que c'est quelque chose qui est très rare. Alors on peut essayer de préparer le chien de façon positive pour que ce soit un événement qui soit un peu moins traumatisant pour lui, notamment lui apprendre à rentrer dans la cage, etc. Mais qu'on soit bien d'accord, toutes les préparations du monde ne pourront jamais effacer le stress qui est lié à un enfermement et à une restriction d'espace pendant une longue durée. Eh ben ça, tu vois, c'est une très bonne question. C'est vrai que l'utilisation de la cage est souvent conseillée par des professionnels du monde du chien, comme des éleveurs ou des vétérinaires. Et c'est probablement parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur ce sujet. Alors si cette vidéo t'a interpellé, n'hésite pas à la partager. Et surtout, à ton vétérinaire ou à ton éleveur.